On s'aperçoit en réalité que, quelles que soient les alternances, en fait, la part du budget de la défense a diminué. Du temps du gaullisme, on devait être dans les 4%. On a ici vendu sous Chirac autour de 2, un petit peu en dessous de 2 en fait. Et puis après, ça continue à descendre. Donc c'est pas telle ou telle majorité, c'est un mouvement de très longue, de moyen terme, de très long terme en tout cas, qui explique ce cycle. On voit qu'effectivement l'État, pas seulement la défense, est sur la longue durée de moins en moins capable d'investir. Aujourd'hui, ce sont les collectivités locales qui investissent, c'est plus tellement l'État. La défense demeure finalement le presque seul domaine où l'État a encore investi. Et donc on voit bien que c'est un mouvement très lourd, ça. Alors après, vous avez dans les majorités, à gauche comme à droite, des gens qui tiennent un discours de défense de l'État ou au contraire de réduction de l'État. Vous avez les deux courants d'ailleurs dans l'opposition comme dans la majorité. Mais quel que soit le discours tenu, c'est bien cette évolution qui est en cours sous nos yeux et qui apparaît pas complètement prête à s'arrêter. Alors, ça pose effectivement pour la défense, qui est le cœur de l'État, une difficulté particulière. On voit bien que, on disait il y a quelques années, mais je crois que c'est quand même assez vrai, qu'en dessous d'1,8-1,7% du PIB, ça commence à être difficile de vouloir avoir une défense comme la nôtre, qui joue sur toutes les palettes, qui peut jouer en première catégorie. Ça devient quand même assez compliqué. L'Allemagne consacre moins d'un 10,8, ça doit être à 1,2 ou 1,3, et comme elle a un PIB beaucoup plus fort que le nôtre, en réalité, quand vous regardez ce que dépense l'Allemagne, c'est assez proche, c'est de plus en plus proche de ce que nous mettons dans la défense. J'attire votre attention que l'Allemagne fait ça sans le nucléaire. Voilà, donc nous, vouloir maintenir toute la planète, le nucléaire, etc., en descendant autour de 1,5, voire un peu en dessous, ça va commencer à devenir très, très, très compliqué. Donc là, on a quand même des interrogations lourdes qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, ou plutôt qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait, à mon sens, essayer de faire? Je crois qu'il y a un travail à faire et qui n'est pas engagé, malheureusement. Je suis optimiste parce que je pense que si on engage ce travail, on pourra trouver un chemin, on pourra trouver des voies. Ce n'est pas sans issue. Du temps que ce n'est pas fait, on risque d'être dans le mur. Je pense qu'il y a un travail à faire, à la fois pour la classe politique et pour les autorités militaires. En fait, depuis quelques années, la réforme de l'État, où elle ne se fait pas, où elle se fait par coup, où elle se fait uniquement sur des objectifs financiers. C'est vrai dans la défense, mais c'est vrai ailleurs. Il ne faut pas que la défense là, se croie seule, assiégée dans sa citadelle. On s'aperçoit en réalité qu'il y a je trouve une réflexion très insuffisante. On fait des économies de court terme, on n'est pas capable d'avoir un projet. Et donc, depuis un certain nombre d'années, on a finalement réduit les moyens financiers sans s'interroger en profondeur sur les missions. Et on a confondu les missions avec les organigrammes.
C'est vrai dans la défense, comme c'est vrai au ministère de l'Intérieur, à l'Éducation nationale, à tout ce que vous voulez. Et donc, on a là, je crois, ça avait été, vous savez qu'il y a une réflexion budgétaire qui est née il y a une dizaine d'années en France, à l'Assemblée, qui s'appelait la LOLF, hein, c'était Didier Migaud, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Alain Lambert, quelques-uns qui ont mené ça, et qui était effectivement de dire, voilà, le Canada, d'autres pays ont vraiment transformé leur État, fait un travail important, et ils sont repartis depuis. Nous, en France, on est bloqués, et on va essayer de faire en sorte que la technique budgétaire, la loi de finances soit plus pédagogique pour les députés, soit plus claire pour les responsables des ministères, puisse responsabiliser les gens. Voilà, c'était ça qui avait été engagé à l'époque. Pour que les gens puissent comprendre leur mission, qu'on puisse évaluer un peu ces missions et mettre les crédits en fonction de l'efficacité, ce qui était d'assez bon sens. En réalité, je crois que les intentions étaient extrêmement bonnes, mais ce n'est pas le travail qu'on a fait. Il y a eu un débat au sein du ministère. C'est compliqué hein, de réfléchir à la mission. On a en réalité habillé les organisations actuelles. Voilà, on a fait caler les missions sur les organisations actuelles, sans se poser un certain nombre de questions. Alors, ce n'est pas spécifique à la défense. Je vais donner un exemple. On croit qu'on a fait une réforme quand on a créé Pôle emploi. On rassemble la NPE, les ACDIC. C'est vrai que ces gens-là auraient dû travailler ensemble depuis très longtemps. Et on dit, bing, ça y est, on a un grand service de l'emploi renouvelé. Sauf que, est-ce que les chômeurs d'aujourd'hui, ce sont les chômeurs de 25 ou il y a 30 ans? Non. C'est pas parce que vous avez, si vous avez rassemblé deux services de façon effectivement cohérente, mais sans avoir interrogé la mission qu'ils doivent, les conditions d'accomplissement de la mission qu'ils ont à faire, vous n'avez rien modernisé du tout. Regardez les chômeurs aujourd'hui, vous avez soit des gens qui ont travaillé, qui sont assez proches de l'emploi, et dans ce cas-là, quel est le rôle de l'État? C'est de les réorienter, soit géographiquement, dire voilà, vous savez faire un truc, mais il n'y en a plus dans votre région, il faut aller ailleurs, soit vous savez faire ça, c'est proche de telle activité, en vous formant. Ça demande une garde de triage. À la limite, une boîte d'intérim le fait. Il n'y a pas besoin des gens qui sont assez proches de l'emploi, c'est comment on organise le redéploiement, si je peux dire, sur le territoire ou professionnel. Ça peut être fait assez vite. Et puis, vous avez malheureusement en France des tas de gens qui sont très éloignés de l'emploi. Parce qu'ils n'ont pas travaillé depuis longtemps, parce qu'ils n'ont pas vu leurs parents travailler, parce que ceci, parce que cela, mais il y en a une masse qui n'est pas négligeable. Et qui, même s'il y avait de l'emploi, je ne suis pas sûr que ces gens-là seraient employables immédiatement. Vous comprenez que ce public qui grossit et dont je vous parle, il a beau avoir un référent à Pôle emploi, que ce référent le reçoive tous les 3 mois, tous les mois, tous les 15 jours, toutes les semaines, tous les jours, ça ne change rien. Le sujet, c'est parce qu'il ne sera pas plus employable dans une administration ou dans une entreprise privée. Le sujet, c'est pas de les recevoir, c'est quel est le dispositif qu'on imagine pour ces publics très éloignés de l'emploi. Vous voyez, on a fait une réforme, voilà, le rassemblement des deux trucs, c'est pas mal, hein, c'est plutôt de bon sens, mais on n'a pas du tout interrogé les conditions, les publics auxquels on s'adresse, les conditions d'application de la mission.